Oui, je vais donc vous parler de la jeunesse telle que elle est rencontrée ou vue par la philosophie et telle qu'elle est prononcée par la poésie. Alors évidemment, commençons par quelques réalités. J'ai 81 ans, ça c'est du réel. Et alors pourquoi diable est-ce que je m'occupe de parler de jeunesse? Est-ce que c'est pas aux jeunes, après tout, de parler de leur expérience de jeunes? Est-ce que j'ai l'intention de donner des leçons de sagesse, comme un vieillard qui connaît les dangers de la vie et qui apprend aux jeunes à se méfier, à se tenir tranquille, en laissant le monde comme il est? En vérité, je vais commencer d'assez loin. Je vais prendre mon départ en mentionnant un épisode qui concerne la philosophie et que vous connaissez. Socrate, le père de tous les philosophes, a été condamné à mort sous le chef d'accusation de corruption de la jeunesse. La toute première réception officielle de la philosophie prend donc une forme d'une très grave accusation. Le philosophe corrompt la jeunesse. Alors, si j'adopte ce point de vue, je dirais assez simplement, le philosophe veut corrompre la jeunesse, et comme la jeunesse, ça n'est jamais que l'avenir de l'humanité tout entière, le philosophe veut corrompre, et donc aussi vous corrompre. Mais au nom de quoi? Dans quel but? Je vais pour commencer m'appuyer aussi sur un texte de Platon, un texte tiré de la République dans la version que j'en ai proposée en français. C'est une scène où Socrate parle à deux interlocuteurs, deux jeunes précisément. Dans la version originale de Platon, ce sont deux garçons, Glaucon et Adimante, et dans ma version, un peu plus moderne, et aussi pour me mettre à l'abri du procès de sexisme, il y a un garçon, Glauque, et une fille, Amanta. J'ai donc introduit la parité dans le texte platonicien. Et alors, voici le fragment en question, voici le dialogue où, du reste, les trois interlocuteurs interviennent. Si nous trouvons, pour ceux dont le tour est venu d'assurer une part du pouvoir, une vie bien supérieure à celle que leur propose ce pouvoir, alors nous aurons la possibilité qu'existe une vraie communauté politique. Car ne viendront au pouvoir que ceux pour qui la richesse n'est pas l'argent, mais ce qui est requis pour le bonheur, la vraie vie, pleine de riches pensées. Si en revanche courent aux affaires publiques des gens affamés d'avantages personnels, des gens convaincus que le pouvoir favorise toujours l'existence et l'extension de la propriété privée, aucune vraie communauté politique n'est possible. Ces gens se battent forcément pour le pouvoir et cette guerre, où se mélangent passion privée et puissance publique, détruit avec les prétendants aux fonctions suprêmes le pays tout entier. Spectacle hideux! Mais dis-moi, connais-tu une vie capable d'engendrer le mépris du pouvoir et de l'État? Bien sûr, la vie du vrai philosophe, la vie de Socrate. N'exagérons rien. Tenons pour acquis qu'il ne faut pas que parviennent au pouvoir ceux qui en sont amoureux. Dans ce cas, nous n'aurons que la guerre des prétendants. Voilà pourquoi il est nécessaire que se consacre tour à tour à la garde de la communauté politique cette immense masse de gens que je n'hésite pas à déclarer philosophes, des gens désintéressés, instinctivement instruits de ce que peut être le service public, mais qui savent qu'existent bien d'autres honneurs que ceux qu'on tire de la fréquentation des bureaux de l'État et une vie bien préférable à celle des dirigeants politiques. La vraie vie, qui n'est jamais absente ou jamais complètement. Et voilà,
La philosophie, son thème, c'est la vraie vie. Corrompre la jeunesse, c'est tenter de lui apprendre, ou qu'elle apprenne, qu'il y a la vie et qu'il y a la vraie vie. Alors qu'est-ce qu'une vraie vie? Telle est l'unique question intéressante du philosophe. Et pour autant qu'il y a corruption de la jeunesse, ce n'est pas du tout au nom de l'argent, des plaisirs ou du pouvoir, mais pour montrer à la jeunesse qu'il existe quelque chose de supérieur à tout cela, la vraie vie, quelque chose qui en vaut la peine. Pourquoi il vaut la peine de vivre et qui laisse loin derrière l'argent, les plaisirs et le pouvoir. Petite remarque en passant, je crois qu'il faut toujours se souvenir de cette remarque de Platon, très ancienne, qu'il vaudrait mieux que parviennent au pouvoir ceux qui ne le désirent pas. On pourrait tirer quelques leçons de cette maxime aujourd'hui même. Si nous considérons ceux qui sont au pouvoir, nous ne sommes tout de même pas sûrs qu'ils ne le désiraient pas. Alors la vraie vie, je vous le rappelle aussi, c'est une expression de Rimbaud. Ça, c'est un vrai poète de la jeunesse, Rimbaud, quelqu'un qui fait de la poésie à partir de son expérience totale de la vie qui commence. C'est lui qui, dans un moment de désespoir, écrit de façon déchirante « La vraie vie est absente ». C'est un moment presque halluciné où Rimbaud s'imagine en femme d'un démon et expose entre deux sanglots le vide de son existence. Voici ce passage fameux. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur. Quelle vie! Pardon, divin Seigneur, pardon. Ah, pardon, que de larmes, et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. À présent, je suis au fond du monde. Ô mes amis, non pas mes amis, jamais délire ni torture semblable, est-ce bête? Ah, je souffre, je crie, je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargé du mépris des plus misérables cœurs. Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 20 autres fois, aussi morne, aussi insignifiante. Je suis esclave de l'époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme, mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, on ne me tuera pas. Comment vous le décrire? Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez bien. Je suis veuve, j'étais veuve, mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette. Lui était presque un enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Ce que, vous voyez, la philosophie tente d'enseigner face à la menace de ce genre de dépression existentielle au cœur d'un amour défait. Ce qu'elle tente de nous enseigner, c'est que si la rêverie n'est pas toujours présente, elle n'est jamais complètement absente. Le philosophe corrompt la jeunesse au sens où il tente de lui montrer qu'il y a, oui, c'est vrai, une fausse vie, une vie dévastée, qui est la vie pensée et pratiquée comme une lutte féroce pour le pouvoir, pour l'argent, pour la domination, y compris la domination amoureuse.
la vie réduite par tous les moyens à la pure et simple satisfaction des pulsions immédiates, ou encore une vie de servitude sans espoir, ou d'amour désespéré. Au fond, dit Socrate, je ne fais que dire comme lui, il faut lutter pour conquérir la vraie vie contre les préjugés, les idées reçues, l'obéissance aveugle, les coutumes injustifiées, la concurrence illimitée. Et fondamentalement, corrompre la jeunesse, cela veut dire une seule chose, tenter de faire que la jeunesse ne rentre pas dans les chemins déjà tracés, qu'elle ne soit pas simplement vouée à une obéissance aux coutumes de la cité, qu'elle puisse inventer quelque chose, proposer une autre orientation en ce qui concerne la vraie vie. Et alors je pense que le point de départ, c'est la conviction de Socrate que la jeunesse, comme nous tous, mais plus aveuglément et plus brutalement, a deux ennemis intérieurs. Ce sont ces ennemis intérieurs qui la menacent de s'éloigner de la vraie vie, d'en ignorer la chance, de ne pas reconnaître en elle-même la possibilité de cette vraie vie. Alors, le premier ennemi, ce serait ce qu'on pourrait appeler la passion pour la vie immédiate, pour le jeu, pour le plaisir, pour l'instant, pour une musique, pour une passade, pour un jeune de shit, pour un jeu idiot. Tout cela existe et Socrate lui-même ne prétend pas le nier. Mais quand tout cela s'entasse et poussé à son comble, quand cette passion organise une vie au jour le jour, une vie suspendue à l'immédiat du temps, une vie où l'avenir est invisible, ou en tout cas totalement obscur, alors on est conduit à une forme de nihilisme, à une forme de conception de l'existence sans aucune signification unifiée. Une vie incapable de durer comme une vie véritable. Ce qui est alors appelé vie est un temps découpé en instants, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, et finalement avoir le plus d'instants possible, à peu près acceptable, c'est ça et cela seul qu'on peut espérer de la vie. Et en définitive, cette conception disloque petit à petit l'idée de la vie elle-même, la disperse. Et c'est pourquoi cette vision de la vie est aussi une vision de la mort. D'un autre côté, la deuxième menace intérieure pour un jeune est en apparence le contraire, à savoir la passion pour la réussite, l'idée de devenir quelqu'un de riche, de puissant, de bien installé. L'idée non pas du tout de consumer sa vie dans l'immédiat, mais au contraire de trouver une bonne place dans l'ordre social existant. La vie devient alors la somme des ruses pour être bien installé, quitte à se soumettre, mieux que tous les autres, à l'ordre existant afin d'y réussir. Ce n'est pas le régime de la satisfaction immédiate, de la jouissance, c'est le régime du projet bien construit, bien installé. On commence de bonnes études dès la maternelle, une maternelle protégée, et on continue dans les meilleurs collèges soigneusement sélectionnés. On se retrouve en particulier au lycée Henri IV, où j'ai souvent parlé, ou au lycée Louis-le-Grand, où j'ai achevé mes études. Et on continue, si l'on peut, dans cette voie, les grandes écoles, les conseils d'administration, la haute finance, les puissants moyens de communication, les ministères, les chambres de commerce et, les plus honorés aujourd'hui, les start-up. Au fond, quand on est jeune, on est souvent, sans le savoir clairement, en proie à deux possibles orientations de l'existence, parfois mélangées, parfois contradictoires, et ces deux tentations, je pourrais les résumer ainsi. Soit la passion de brûler sa vie, soit la passion de la construire.
La brûler, cela veut dire le culte nihiliste de l'immédiat, et cela peut du reste très bien être le culte de la révolte pure, de l'insurrection, de l'insoumission, de la rébellion, de nouvelles formes de vie collective éclatantes et brèves, comme les magnifiques occupations de places publiques pendant quelques semaines. Cela peut aller jusqu'au caractère sinistre et fascinant des actes meurtriers. Mais on sait que tout cela reste sans effet durable, sans construction, sans maîtrise organisée du temps. On marche sous la devise « No future ». Et si, au contraire, on oriente sa vie vers la plénitude du futur, la réussite, l'argent, la position sociale, le métier rentable, la famille tranquille, les vacances dans les îles du Sud, ça va donner un culte conservateur des pouvoirs existants, puisqu'on va y installer sa vie dans les meilleures conditions possibles. Après tout, ce sont les deux virtualités toujours présentes dans le simple fait d'être jeune, d'avoir à commencer et donc à orienter son existence. Brûler ou construire. Ces deux versions sont présentes dans la littérature depuis toujours. C'est là qu'elle nous sert d'appui. Prenons quelques-uns de ces jugements. Par exemple, un passage du Hugo de la légende des siècles dans le fameux poème « Beaux endormis » qu'on étudie dans les écoles. Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. La jeunesse est un triomphe, dit Hugo, évoquant du reste avec discrétion et force à la fois les matins de l'amour, la victoire voluptueuse. Mais prenons maintenant Paul Nizan, au début de son livre « Aden Arabi ». J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Une jeunesse, nous dit Nizan, n'est en tout cas pas ce qu'il y a de meilleur dans l'existence. Alors un triomphe, la jeunesse, un triomphe de la vie, ou un moment incertain, voire pénible, parce qu'il est un moment contradictoire, un moment de désorientation. Cette contradiction se retrouve dans toute sa force chez nombre d'écrivains, et particulièrement de poètes. Elle constitue par exemple ce qui est peut-être le thème central de toute l'œuvre, encore une fois, de Rimbaud. Rimbaud soutient les deux jugements. C'est ça qui est important et intéressant. Il dit à la fois les deux choses. La jeunesse est une figure merveilleuse et la jeunesse est une figure qu'il faut absolument abandonner au passé. Dès le début, il s'engage dans la contradiction entre une sorte de rêverie radieuse sur le passé et la férocité du présent. Il va au comble de la fureur négative de vivre et puis tente de revenir à une jeunesse oubliée. Voyez cette attaque. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime, et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrai peut-être appétit.
Voyez comment jadis, ce festin ancien concerne le Rimbaud de 17 ans, vu par le Rimbaud de 20 ans. Il s'agit donc d'une vie consumée à toute allure, mais qui voit son début sous le signe de la fête, de l'amour et de l'ivresse, sa continuation dans une sorte de fureur destructrice, et son désir actuel comme le retour de ce désespoir anarchique vers la lumière des commencements. Il dira encore vers la fin du texte, comme s'il était un vieillard qui se souvient péniblement des beaux jours évanouis, 3 ans avant, que sa jeunesse a été fabuleuse. Mais alors ce sera pour se convertir à la réalité, au devoir, à la dure tâche d'être un homme. Et vous voyez que là, nous retrouvons, à 3 ans d'intervalle, les 2 tentations de la jeunesse. Écoutons le moment tout à fait étonnant et magnifique où le souvenir de la jeunesse dorée introduit une sorte de paix, une sorte d'apaisement provisoire. N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance. Par quel crime, par quelle erreur ai-je mérité ma faiblesse actuelle? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus m'expliquer que le mendiant avec ses continuels pater et Ave Maria. Je ne sais plus parler. Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. La fin de la relation de son enfer et le retour vers l'hypothèse initiale de la jeunesse fabuleuse. En réalité, si on regarde de près, cette fin de l'enfer ouvre à une vision réaliste et morale de l'entrée dans l'âge adulte, où existe le devoir d'étreindre le monde tel qu'il est. Écoutons ce final qui va nous transporter dans une toute autre vision de la vie. Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent, tous les souvenirs immondes s'effacent, mes derniers regrets détalent, des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes, damnés si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Point de cantique. Tenir le pas gagné. Dure nuit. Le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je demain, amis? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas, et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Vous voyez, au début, passion de la vie consumée, héroïsme impatient, poésie et festin. Et à la fin, comme il le dit, plus de cantiques, ce qui veut dire plus de poèmes. On se convertit à la nécessité rugueuse du devoir, de la vie bien construite. Et ce qu'il faut, tout au contraire de ce qui dominait la folle jeunesse, c'est la patience, l'ardente patience. En 3 ans, Rimbaud parcourt le mouvement entier des 2 orientations possibles de toute jeunesse. Le règne absolu de l'immédiat et de ses jouissances, ou la rugueuse patience du devoir de réussir. Il était un poète errant,
il deviendra un trafiquant colonial. J'en viens maintenant à une question que, à vrai dire, je me pose moi-même avec quelques difficultés. Au regard de tout cela, dans quelle balance pouvons-nous peser ce que vaut la jeunesse aujourd'hui et ce qu'elle veut? Alors, il y a des traits positifs qui semblent caractériser la jeunesse contemporaine et qui devraient la rendre différente des jeunesses qui l'ont précédée. On peut en effet soutenir que pour plusieurs raisons, au moins dans nos contrées, les jeunes disposent aujourd'hui d'une marge de manœuvre plus grande qu'autrefois, aussi bien du reste pour enflammer que pour construire. Pour le dire simplement, il semble que le trait le plus général de la jeunesse, au moins dans notre monde, soit qu'elle est une jeunesse plus libre. D'abord, et c'est un point important, quoique sous-estimé, c'est une jeunesse qui n'est plus soumise à une sévère initiation. On n'impose plus dans nos sociétés des rites souvent rudes pour marquer le passage de la jeunesse à l'âge adulte. Cette initiation a existé pendant des siècles, des millénaires. Elle a été une part très importante de l'histoire de l'humanité. Pendant des dizaines de milliers d'années de l'existence du mammifère qu'est l'homme, du bipède sans plumes, il y a toujours eu des rites d'initiation, des passages particuliers socialement organisés entre la jeunesse et le monde adulte, qui pouvaient être, comme vous le savez, des marquages sur le corps, de redoutables épreuves physiques et morales, des exercices qui étaient interdits avant et autorisés après. Et tout cela indiquait que jeune, ça voulait dire celui qui n'a pas encore été initié. Il y avait de la jeunesse une définition restrictive, une définition négative. Être jeune, c'était surtout ne pas être encore adulte. Je pense que cet état d'esprit et ces coutumes symboliques ont subsisté jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Dans ma jeunesse encore, ce qui tout de même ne renvoie pas encore au début du néolithique, dans ma jeunesse, il est absolument évident qu'il y avait une initiation masculine dans la figure du service militaire. Et il y avait une initiation féminine dans la figure du mariage. Le jeune homme était adulte quand il avait fait son service militaire et la jeune fille était adulte quand elle était mariée. Aujourd'hui, ces deux derniers lambeaux d'une initiation ne sont plus que des souvenirs pour grands-parents. On peut donc dire que pour l'essentiel, la jeunesse est soustraite à la question symbolique de l'initiation. Le deuxième trait que je soulignerai, c'est qu'il y a infiniment moins de valorisation de la vieillesse. Dans la société traditionnelle, les vieux sont toujours les maîtres, ils sont valorisés en tant que tels, naturellement au détriment des jeunes. La sagesse est reconnue du côté de la longue expérience, du grand âge. Aujourd'hui, cette valorisation a disparu au profit de son contraire, une valorisation au moins apparente de la jeunesse. C'est ce qui a été appelé le jeunisme. Vous savez qu'aujourd'hui, on ajoute « isme » à quelque chose et on a un problème. D'ailleurs, on voit apparaître justement le mot de « agisme », ce qui est mon cas. Alors, le jeunisme, qu'est-ce que c'est? Bien, le jeunisme, c'est comme un renversement du culte ancien des vieillards pleins de sagesse. Je le dis sur le plan théorique, idéologique, d'opinion, car le pouvoir est encore largement concentré dans des mains adultes ou vieillissantes, mais le jeunisme, comme idéologie, comme thème de la publicité marchande, imprègne la société qui prend pour modèle les jeunes. Rester en forme est l'impératif de qui vieillit. Jogging, fitness, chirurgie esthétique, tout est bon. Il faut être jeune et rester jeune. Les vieillards en tenue de sport courent dans les bois en mesurant leur tension artérielle. Du coup, il y a un grave problème pour qui vieillit pour de bon, pour qui
même s'il a bien couru dans les bois, doit vieillir et mourir, c'est-à-dire à la fin quand même tout le monde. Mais c'est une autre question. On pourrait dire finalement, ce n'est pas si mal d'être jeune aujourd'hui, c'est plutôt une chance, c'était moins bien avant, c'était une contrainte. On pourrait dire que les traits de la jeunesse contemporaine sont largement ceux d'une liberté neuve, qu'on a de la chance d'être jeune et que la malchance c'est d'être vieux, le vent a tourné. Je voudrais soutenir que ce n'est pas si simple pour plusieurs raisons. D'abord, je soutiendrai courageusement que le fait qu'il n'y ait pas d'initiation est une donnée à double sens. D'une part, ça expose les jeunes à une sorte d'adolescence infinie, donc à l'impossibilité de traiter les passions dont j'ai parlé, de régler ces passions. Et cela entraîne aussi, c'est la même chose à l'envers, qu'on peut appeler une puérilisation de l'adulte, une infantilisation. D'un côté, le jeune peut rester jeune indéfiniment, parce qu'il n'y a pas de marquage particulier, ce qui veut dire, d'une certaine façon, que l'âge adulte est un prolongement de l'enfance, de façon à la fois continue et partielle. Alors, cette puérilisation de l'adulte, on pourrait dire aussi qu'elle est corrélative de la puissance du marché. Parce que la vie dans notre monde, vraie ou fausse, c'est en partie la possibilité d'acheter. D'acheter quoi? Eh bien, des jouets, finalement. De gros jouets. Des choses qui nous plaisent et qui en imposent aux autres. Et la société contemporaine nous ordonne d'acheter ces choses et de souhaiter pouvoir en acheter le plus possible. Or, l'idée d'acheter des choses, de jouer avec des choses nouvelles, des voitures nouvelles, des chaussures de marque, des gigantesques télévisions, des appartements exposés au sud, des smartphones plaqués or, des vacances en Croatie ou de faux tapis iraniens, tout ça, à mon sens, reste caractéristique des désirs de l'enfance, de l'adolescence. Quand cela devient aussi quelque chose qui fonctionne au niveau des adultes, fût-ce seulement en partie, il n'y a plus de barrière symbolique entre le fait d'être jeune et celui d'être adulte. C'est plutôt une sorte de continuité molle. L'adulte devient celui qui a un peu plus de moyens pour acheter les gros jouets que n'en a le jeune. La différence est plus quantitative que qualitative. Et donc, entre l'adolescence des jeunes et la soumission générale et infantilisante à la règle de l'achat, avec des sujets qui, en tout cas, comparaissent tous devant la scintillation des marchandises sur le marché mondial, nous avons comme résultat une espèce d'errance de la jeunesse. Quand il y avait l'initiation, la jeunesse, et c'était dur, était fixe. Mais maintenant, elle est errante. Elle ne connaît pas ses frontières, ses barrières, elle est en une sorte de commutation avec l'âge adulte, et cette errance est aussi ce que j'appellerais tout de même une désorientation. Alors que dire du deuxième argument en faveur de la jeunesse, à savoir le fait qu'il n'y ait plus de valorisation de la vieillesse? Eh bien, cela a considérablement renforcé une peur de la jeunesse, qui accompagne, comme son nombre, sa valorisation exclusive. Cette peur de la jeunesse, notamment de la jeunesse populaire, il faut bien le dire, est très caractéristique de nos sociétés, et cette peur n'a plus aucun contrepoids. Autrefois, il y avait une peur de la jeunesse au sens où la vieillesse, la sagesse transmise des vieux, devait la contenir, la maîtriser, lui imposer des identifications, des barrières, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant qui est la peur de l'errance de la jeunesse. On a peur de la jeunesse précisément parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, parce qu'elle est interne au monde adulte lui-même, et en même temps pas tout à fait interne. Elle est autre sans être autre. Le nombre de lois répressives, de pratiques policières, de petites enquêtes, de procédures expressément destinées à traiter cette peur de la jeunesse est un symptôme tout à fait considérable. Il faut le mesurer, on doit le mesurer. Nous sommes dans une société qui à la fois vante sa jeunesse et qui en même temps en a peur.
Cette balance entre les deux a pour résultat que notre société n'arrive pas à traiter le problème de sa propre jeunesse, ou plus précisément que désormais, une très large fraction de la jeunesse de nos grandes villes est considérée d'abord et avant tout comme un grave problème. Quand, comme aujourd'hui, la société n'est plus en mesure de fournir du travail à tous ces jeunes, les problèmes sont très aggravés. Parce qu'avoir un travail, c'était un peu, en un sens, dans le monde qui est le nôtre, la dernière forme d'initiation. C'était là que semblait commencer la vie adulte. Mais même ça, aujourd'hui, finit par être très tardif, très différé, aléatoire, et ce qui demeure est finalement la jeunesse des cités comme classe représentée comme errante et dangereuse. Alors je vous propose, dans le monde d'aujourd'hui qui connaît aussi, Dieu merci, des mouvements sociaux et politiques, je vous propose une idée militante. Il serait très juste d'organiser une vaste manifestation pour une alliance des jeunes et des vieux, à vrai dire dirigée contre les adultes d'aujourd'hui. Les plus rebelles des moins de 30 ans et les plus coriaces des plus de 60 contre les quadras et les coinquois bien installés. Les jeunes diraient qu'ils en sont assez d'être errants, désorientés et interminablement dépourvus de toute marque de leur existence positive. Et ils diraient aussi qu'il n'est pas bon que les adultes fassent semblant d'être éternellement jeunes. Les vieux diraient qu'ils en ont assez de payer leur dévalorisation, leur sortie de l'image traditionnelle du vieux sage, par une mine à la casse, une déportation dans des mouroirs médicalisés et leur totale absence de visibilité sociale. Ce serait très nouveau, très important, cette manifestation mixte. Ensemble, nous imposerions que soit ouvert le chemin de la vraie vie. En attendant cette glorieuse manifestation, je dirais que les jeunes sont au seuil d'un nouveau monde. Un monde qui ne sera plus le monde multimillénaire de la tradition. Ce n'est pas toutes les générations qui sont au seuil d'un nouveau monde. C'est une situation particulière. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. En vérité, la question que nous avons tous à traiter est la suivante. La modernité, aujourd'hui, c'est la sortie de la tradition. C'est la fin du vieux monde des castes, des noblesses, des monarques héréditaires, de l'obligation religieuse, des initiations de la jeunesse, de la soumission des femmes, de la séparation rigide, formalisée, officielle, symboliquement très puissante entre le petit nombre des puissants et la masse paysanne, ouvrière, nomade, méprisée et laborieuse. On ne pourra pas revenir sur ce mouvement irrésistible, amorcé sans doute en Occident dès la Renaissance, consolidé au niveau idéologique par les Lumières au XVIIIe siècle, matérialisé par l'essor inouï des techniques de production et le perfectionnement incessant des moyens de calcul, de circulation, de commission, et soumis dès le XIXe siècle au combat politique entre le capitalisme en voie de mondialisation et l'idée collectiviste et communiste dans ses tâtonnements, ses échecs terribles et ses reconstructions tenaces. Combat qui portait et porte toujours précisément sur la forme et les conséquences de la modernité, quand on la voit comme sortie de la tradition. Mais quand il y a cette sortie de la tradition, que se passe-t-il au niveau social et subjectif ? Marx en a donné, dès 1847, une description que je trouve foudroyante, en ce qu'elle est presque infiniment plus vraie aujourd'hui qu'à son époque. Écoutons ce vieux texte resté d'une incroyable jeunesse. Partout où elle, la bourgeoisie, a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels
Elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Vous voyez que ce que décrit Marx ici, nous devons l'entendre avec les moyens d'aujourd'hui. Ce qu'il nous dit, c'est que la sortie de la tradition ouvre en réalité une gigantesque crise de l'organisation symbolique de l'humanité. Pendant des millénaires, en effet, les différences internes à la vie humaine ont été codées, symbolisées sous une forme hiérarchique. Les dualités les plus importantes, comme jeunes et vieux, femmes et hommes, misérables et puissants, mon groupe et les autres groupes, étrangers et nationaux, hérétiques et fidèles, roturiers et nobles, villes et campagnes, intellectuels et manuels. Tous ces couples d'opposition ont été traités dans la langue, dans les mythologies, dans les idéologies, dans les morales religieuses installées, par le recours à des structures d'ordre qui codaient la place des uns et des autres dans des systèmes hiérarchiques enchevêtrés. Ainsi, une femme noble était inférieure à son mari, mais supérieure à un homme du peuple. Un riche bourgeois devait s'incliner devant un duc, mais ses serviteurs devaient s'incliner devant lui. Aussi bien une squaw de telle tribu indienne n'était presque rien au regard d'un guerrier de sa tribu, mais presque tout au regard du prisonnier d'une autre tribu, dont parfois elle fixait elle-même les règles de torture. Ou encore un misérable fidèle de l'Église catholique était quantité négligeable auprès de son évêque, mais pouvait se considérer comme un élu au regard d'un hérétique protestant. Tout comme le fils d'un homme libre dépendait absolument de son père, mais pouvait avoir personnellement comme esclave le père noir d'une vaste famille. Toute la symbolisation traditionnelle repose ainsi sur la structure d'ordre qui distribue les places et par conséquent les relations entre ces places. La sortie de la tradition, celle que décrit Marx, telle que réalisée par le capitalisme comme système général de la production, des échanges et finalement des places sociales, ramenée à une variante dominante de l'opposition entre capital et travail, entre profit et salaire, ne propose en réalité aucune symbolisation active, mais seulement le jeu brutal et indépendant de l'économie, le règne neutre, asymbolique, de ce que Marx nomme magnifiquement les eaux glacées du calcul égoïste. La sortie du monde hiérarchisé de la tradition n'a pas proposé une symbolisation non hiérarchique,
mais uniquement une violente contrainte réelle sous le joug de l'économie, accompagnée de règles de calcul seulement soumises aux appétits d'un petit nombre. Il en résulte une crise historique de la symbolisation dans laquelle la jeunesse contemporaine endure sa désorientation. Au regard de cette crise, qui sous le couvert d'une liberté neutre ne propose comme référent universel que l'argent, il y a aujourd'hui en apparence deux voies actives. L'une et l'autre, à mon sens, absolument conservatrices et inappropriées aux véritables questions subjectives auxquelles aujourd'hui l'humanité et singulièrement sa jeunesse sont en proie. La première est l'apologie illimitée du capitalisme et de ses libertés vides, plombées qu'elles sont par la vaine neutralité de la seule détermination marchande. Appelons cette voie l'appel à ce que je nomme le désir d'Occident, soit l'affirmation qu'il n'existe ni ne peut exister rien de mieux que le modèle libéral et démocratique de notre société, ici en France et dans tous les pays du même type. Comme le titrait il y a peu mon hélas collègue Pascal Bruckner, le mode de vie occidental n'est pas négociable. La seconde voie est le désir réactif d'un retour à la symbolisation traditionnelle, c'est-à-dire hiérarchique. Ce désir est souvent couvert par tel ou tel récit religieux, qu'il s'agisse des sectes protestantes aux États-Unis, de l'islamisme réactif au Moyen-Orient ou du retour à la judaïté ritualiste en Europe. Mais il peut aussi bien se nicher dans des hiérarchies nationales. Vive les Français de souche, vive l'orthodoxie grand russe, le racisme pur et simple, islamophobie d'origine coloniale ou antisémitisme récurrent, ou in fine, l'atomisme individuel. Vive moi, à bas les autres. Ces deux voies sont, à mon avis, des impasses extrêmement dangereuses et leurs contradictions de plus en plus sanglantes engagent l'humanité dans un cycle de guerre sans fin dans lequel nous nous trouvons déjà. C'est tout le problème des fausses contradictions qui interdisent le jeu de la contradiction véritable. Cette contradiction véritable, celle qui devrait nous servir de repère pour la pensée comme pour l'action, est celle qui oppose deux visions de l'inéluctable sortie de la tradition symbolique hiérarchisante. La vision asymbolique du capitalisme occidental, qui crée des inégalités monstrueuses et des errances pathogènes, et la vision généralement nommée communisme, qui, depuis Marx et ses contemporains, propose quoi? Eh bien, propose d'inventer une symbolique non hiérarchique, c'est-à-dire une symbolique égalitaire. C'est dans le cadre de cette exigence d'une symbolisation égalitaire que je peux revenir aux jeunes, les plus affectés avec les plus vieux, par le règne de la fausse contradiction. Les jeunes sont plongés dans le double effet de la sortie réelle de la tradition et de la dimension imaginaire de la fausse contradiction dont je parlais. Et ils sont par ailleurs, je le crois, au seuil encore incertain du nouveau monde, celui de la symbolisation égalitaire. Alors je dis, rien n'est plus important pour tout le monde, mais singulièrement pour les jeunes, que d'être attentif aux signes qu'il pourrait se passer autre chose que ce qui se passe, que nous pourrions sortir des deux voies nihilistes pour nous engager dans la voie égalitaire. Ces signes, vous les trouvez si vous scrutez attentivement et si vous discutez de façon disciplinée de tout ce qui se passe dans le vaste monde. Mais vous les trouvez aussi dans les expériences vitales, dans ce qu'elles ont d'original et d'irréductible. Pour le dire autrement, il y a ce dont vous êtes capable. Alors, c'est la construction de la vie, utiliser ou vendre ce dont on est capable. Mais il y a ce dont vous ne savez pas encore que vous en êtes capable, et qui est justement le plus important. On peut dire qu'il y a ce que vous pouvez construire,
mais qu'il y a aussi ce qui vous fait partir plus loin. Il y a ce qui vous installe, mais il y a aussi votre capacité de voyage, d'exil. Il y a les deux à la fois. L'installation peut être révoquée à partir d'une errance qui ne serait plus nihiliste, une errance orientée, une boussole pour trouver la vraie vie, un symbole inédit. Construire et partir. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, savoir renoncer à ce qu'on construit parce que quelque chose d'autre vous a fait signe en direction de la vraie vie. La vraie vie, en tout cas, située au-delà de la neutralité marchande et aussi au-delà des vieilles lunes hiérarchiques. Sur tout cela, je laisserai les derniers mots au poète, car sur cette question du départ, du déracinement, de l'arrachement à soi-même, de l'invention de nouveaux symboles, ils savent trouver un langage neuf. La poésie, en ce sens, c'est la fixation dans le langage des problèmes éternels de la jeunesse. J'emprunte un passage d'abord à la conclusion d'un poème de Saint John Perse, poète des années 20 à 50, et ce poème s'appelle « Anabase ». Et je dirais que quand il arrive quelque chose d'important dans la vie, c'est toujours comme un départ, un arrachement orienté vers ce qui constitue pour vous la vraie vie. L'anabase, c'est l'idée qu'on est égaré, mais qu'on va s'orienter vers soi-même. Trouver le vrai soi-même à l'intérieur de cet égarement et de ce départ. Et en compagnie de l'humanité tout entière, inventer les étapes de la symbolisation égalitaire. Il y a dans l'Anabase primitive, qui est un livre, un récit, en réalité, de l'écrivain grec Xénophon, une scène magnifique. Il s'agit de mercenaires égarés dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, à l'époque la Perse, mercenaires grecs qui ont été embauchés par une des factions politiques en lutte pour le pouvoir, et puis ils sont égarés parce que leur camp a perdu la guerre, seuls eux sont restés groupés et ils essaient de traverser le pays qu'ils ne connaissent pas. Ils remontent vers le nord et à un moment donné ils retrouvent la mer. Ils sont remontés, ils sont là-haut sur la colline et ils voient la mer. Et ce sont tous des marins, ces Grecs. Et ils crient tous « Thalassa, Thalassa, la mer, la mer !» Ils resymbolisent affirmativement leur vieil être de marin contre leur être désorienté de mercenaires. La jeunesse est aussi ça, ça doit l'être, une anabase vers l'océan du monde. Aujourd'hui, parce qu'elle en a la liberté, la possibilité, la jeunesse n'est plus ligotée par la tradition. Mais que faire de cette liberté, de cette nouvelle errance ? Il faut découvrir ce dont on est capable quant à une vraie vie créative et intense. Il faut remonter vers sa propre capacité. C'est là que vous serez prêts pour la nouvelle symbolisation égalitaire. Tel est le rapport entre la construction et sa négation. Pour les mercenaires grecs de l'Anabase, la métaphore est le rapport soudain découvert entre le cultivateur, le soldat et le marin. C'est le cri de ce qu'on a perdu dans l'aventure terrestre de la vie et qu'on retrouve, non pas selon le simple retour ordonné ou la répétition, mais selon sa nouvelle et intense signification, tout d'un coup découverte. Thalassa, la mer redevenue la mer changée en symbole, non pas de la condition ancienne, mais du nouveau partage égalitaire entre tous ceux qui sont là d'une expérience inouïe. Et voilà, dans cette même ligne, la conclusion du poème de Saint John Perse, Anabase. Mais par-dessus les actions des hommes sur la terre, beaucoup de cygnes en voyage, beaucoup de graines en voyage. Et sous l'azime du beau temps, dans un grand souffle de la terre, toute la plume des moissons. Jusqu'à l'heure du soir où l'étoile femelle, chose pure et gagée dans les hauteurs du ciel. Terre arable du songe, qui parle de bâtir ?
j'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces, et ma pensée n'est point distraite du navigateur. Alors être jeune aujourd'hui a un avantage, un inconvénient. Le monde devra changer pour accueillir sa nouvelle jeunesse dans un monde implacablement délivré des traditions. La nouvelle terre sera aussi la terre arable du songe, de tous les jeunes qui inventent déjà la nouvelle pensée, les nouveaux appareils de symbolisation dont a besoin le nouveau monde. Il faut bâtir, sans doute, il faut fonder, mais le monde est vaste, et c'est à son échelle qu'il faut que la pensée reçoive et agisse. Je ne peux que souhaiter à tous que ce ne soit pas l'installation qui soit première, la place, la carrière, mais une pensée vraie qui sache être la sœur du rêve, une pensée du départ, une pensée vraie de l'océan mobile du monde, une pensée exacte et nomade, une pensée exacte parce que nomade, une pensée maritime. Que tous puissent dire « J'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces, et ma pensée n'est point distraite du navigateur. » Et ce sera alors, comme une fois de plus dans Rimbaud. Vous savez, dans le langage d'aujourd'hui, nous disons à propos de tout et de rien « c'est génial ». Eh bien, la vraie vie, celle dont nous parlons, c'est génial. Rimbaud l'a vu et écrit dans le dernier poème de son dernier recueil, Les Illuminations. Et donc dans ce qu'on peut considérer comme son dernier poème, son testament poétique. Ce poème en prose s'appelle précisément Génie. Et c'est par lui que nous allons conclure en entendant dans le mot génie le concentré de ce que j'ai essayé ici de dire, à savoir la remontée vers une symbolisation neuve. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments. Lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout, dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie, et nous nous le rappelons et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse, sonne, arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ces souffles, ces têtes, ces courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action, ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles, sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite, son jour, l'abolition de toute souffrance sonore et mouvante dans la musique plus intense, son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions, ô lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues, ô monde, et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château,
de la foule à la plage, de regards en regards, force et sentiment là, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Voilà, trouvons ou cherchons à trouver ce qui en nous-mêmes est la figure propre du génie en ce sens. Et alors, suivons ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Merci.